Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter du regain nationaliste, donc tant économique que politique, actuellement en vogue dans de nombreux pays à travers le monde. Ce retour de l'État fort n'est pas un phénomène nouveau, nous le verrons après par la suite dans le topo, mais il apparaît de façon singulière dans cette crise du coronavirus. Je parlerai donc de la montée actuelle du nationalisme et des dangers de ce repli sur soi et Celso, enchaînera ensuite pour parler du contrôle social grandissant dans nos sociétés aujourd'hui, souvent accompagné d'une montée de la tension autoritaire. On pourra ensuite, dans un troisième temps, ouvrir le débat pour discuter plus largement de ces questions, qui préoccupent, je pense, de nombreuses personnes. Donc la crise sanitaire, actuelle est un bon terreau pour le nationalisme. J'en veux pour preuve, les différentes allocutions, de Macron à la télé. Il prône ainsi le renforcement de la souveraineté nationale et de son, indépendance, pleine et entière, face à une pandémie telle qu'on n'en avait pas connue depuis un siècle. Selon lui, cette époque doit permettre à la France de retrouver sa grandeur et d'utiliser ses capacités industrielles pour relocaliser les productions de masques ou de tests, par exemple. Ces secteurs qu'il qualifie d'avant-garde seraient donc un simple début avant de produire, davantage au global sur le sol français. On en reparlera un peu après. Cette épidémie est aussi l'occasion pour des mairies de droite, donc comme à Béziers, Nice, Cholet, Colombes ou Perpignan, principalement des mairies, La République en marche ou Les Républicains, de mettre en place de nombreux couvre-feux pendant cette période de confinement. Donc sous excuse de protéger leur population, les mairies ont pris des arrêtés de couvre-feu, souvent entre, 21:00 et 6:00, à Aumont dans le Nord, entre 18:00 et 6:00 uniquement pour, les mineurs. Compte tenu de la faible fréquentation des rues la nuit, et de l'appartenance politique des élus en place, on peut facilement se dire qu'il y a anguille sous roche. Cette mesure de couvre-feu, notamment pour les mineurs, permet de contrôler les allées et venues des habitants et altère la liberté de circulation. Mais surtout, cela participe à une ambiance parfois paranoïaque en incitant la population à la délation. C'est le cas dans certaines mairies du Sud où nombre de signalements ont été faits pour non-respect du confinement. Et pendant ce temps-là, le maire de Nice, donc Christian Estrosi, qui est connu, parce qu'il est accusé de détournement, de biens pour, faire campagne avec de l'argent public, donc il y a peu. Pendant ce temps-là, donc Christian Estrosi se fait féliciter par ses habitants pour, des mesures, strictes contre la délinquance nocturne qu'il a prises. Il prévoit d'ailleurs un renforcement sécuritaire avec un quadrillage de toute la ville par les flics pour éviter les cache-cache avec les forces de l'ordre. Mais on peut légitimement se demander: «Mais pour contrôler qui?» En effet, dans les villes de Béziers ou de Perpignan, elles se retrouvent dans le top 10 des villes les plus inégalitaires en France. Dans un contexte de crise où les inégalités se creusent, les couvre-feux permettent aux propriétaires de villas avec jardin de dormir sur leurs 2 oreilles, pendant que les plus précaires s'entassent dans des appartements parfois insalubres. Macron, donc dans ses derniers discours, a ainsi appelé à la prudence à propos de ces couvre-feux. Pour autant, aucune consigne claire, ni aucune interdiction réelle n'ont été mises en œuvre. Aurait été quelque peu hypocrite lorsqu'on sait que le gouvernement a décrété la fermeture des frontières dans les dernières semaines, mais surtout de l'extérieur vers l'intérieur. Comme on l'a vu, dans un des derniers topos sur la situation des migrants, il est plus possible pour les migrants de pénétrer à l'intérieur du territoire français, quelle que soit leur situation de précarité. Mais par contre, on les refoule toujours, dans le nord de l'Italie où la pandémie a fait rage. Cette fermeture des frontières participe à la volonté de repli sur soi voulue par le gouvernement, faisant aussi le jeu de l'extrême droite, en attisant la haine de l'étranger et en accusant les migrants d'avoir importé tous les maux de la société. L'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, a elle-même dit qu'elle était réticente à la fermeture de ces frontières, en arguant que cela privilégierait les passages clandestins et ça empêcherait les contrôles sanitaires. Mais cette xénophobie n'est pas l'apanage de Macron, puisque d'autres gouvernants ont largement profité de la situation pour fermer les frontières. Aux USA, Trump a rapidement fermé la frontière avec le Mexique pour éviter l'immigration et la diffusion du virus, alors que les flux économiques, par contre, continuent entre ces deux pays. En renvoyant 18 000 migrants ces dernières semaines dans leur pays, Trump a au contraire mis des vies en danger en favorisant la circulation du virus vers le sud, notamment des travailleurs donc du Mexique, Guatemala ou Honduras. Cette volonté de fermer ses propres frontières n'a d'ailleurs pas de logique purement scientifique puisque les foyers d'infection dépassent largement les bordures de nos pays.
En France, on le voit bien, l'Est est largement plus touché que l'Ouest. Donc une coopération avec l'Allemagne, par exemple, ou les pays frontaliers de l'Est, aurait été plus efficace pour stopper le virus. En Inde, le gouvernement intégriste hindouiste de Modi a profité de cette crise sanitaire pour accuser les musulmans de la faim qui a gagné une majorité des Indiens. Lynchage, humiliation, magasins vandalisés ont été le quotidien de ces musulmans pendant les dernières semaines. Le Covid-19 est encore un prétexte du coup pour ce partisan, pour Modi, de la pureté indienne, qui avait déjà été accusé en 2002 d'avoir empêché la police d'intervenir pendant des émeutes anti-musulmanes, et ces émeutes avaient fait 1000 morts. Ce nationalisme ne s'arrête pas à la question migratoire, mais il rejoint rapidement le domaine de l'économie. Macron veut donc relancer l'économie française en relocalisant certaines industries stratégiques comme les masques ou les respirateurs. Il insiste donc sur ce produire français, même si on ne sait pas encore les moyens qu'il mettra pour y parvenir. On a entendu parler un peu des nationalisations, mais ça peut être aussi des exonérations d'impôts, des subventions diverses, qui permettraient d'assurer le dumping social, c'est-à-dire la hausse de la concurrence entre travailleurs des pays riches et des pays pauvres au profit des pays riches. Sur l'échiquier politique de Le Pen à Mélenchon, la stratégie de produire français semble plaire. À l'étranger, Trump, qui était déjà partisan d'un boycott contre la Chine lors de l'affaire Huawei, renforce la polémique en accusant la Chine d'être responsable de l'épidémie. Il avait en effet déclenché une véritable guerre commerciale l'année dernière en augmentant de 10% les taxes douanières pour les produits venant de Chine. Mais dans un système de production globalisé comme aujourd'hui, où les États-Unis dépendent à 97% de la Chine pour leur consommation d'antibiotiques, on peut se demander si cette volonté de protectionnisme est réelle. En France, on est confronté au même problème puisqu'on n'est pas autosuffisant, on l'a largement entendu dans les médias, pour produire les réactifs nécessaires aux tests Covid-19, donc les fameux tests PCR. Il en va de même pour les masques ou même pour l'agriculture. Donc Macron et son gouvernement prônent un retour fort à la production française pour pallier ces manques, mais il faut tout de même mettre en avant l'hypocrisie de nos dirigeants sur cette question. Le protectionnisme et son soi-disant frère ennemi, le libre-échange, sont des armes utilisées par la classe capitaliste dans des contextes donnés. Dans des périodes de crise, comme aujourd'hui, mais aussi comme après la Seconde Guerre mondiale, les pays européens ont été les fervents défenseurs de la hausse des taxes douanières ou de mettre en place des quotas d'importation, donc des mesures protectionnistes. À cette même époque, aux États-Unis, ils prônaient leur côté le libre-échange le plus total afin de pouvoir commercer avec l'Europe qui était repliée sur elle-même. Pour autant, ces mêmes États-Unis furent longtemps protectionnistes, et c'est le cas par exemple dès 1933, où l'État américain aidait et perfusait largement les industries américaines jusqu'à leur attribuer l'ensemble des appels d'offres. Il ne s'agit donc pas de préférer l'une ou l'autre de ces deux méthodes capitalistes, utilisées par la bourgeoisie selon leur état de santé, donc protectionnisme en cas de crise, libre-échange dans des temps où l'horizon est plus clément, qui, dans tous les cas, donc ces deux méthodes, obéissent à la seule loi du profit. Derrière le protectionnisme ou la relocalisation, pardon, on a bien sûr envie de percevoir une économie plus proche de nous, plus humaine, plus éthique. De nombreuses initiatives vont d'ailleurs dans ce sens pendant le confinement, avec le développement d'AMAP ou de circuits courts. Il ne s'agit pas ici de critiquer ce système à petite échelle, au contraire, on aspire à un système aussi plus juste et plus solidaire pour tous. Ce que je souhaite ici mettre en avant, c'est la démagogie de nos chers dirigeants lorsqu'ils évoquent la relocalisation de la production, alors qu'ils acquiescent à toutes les demandes des multinationales en ce moment et finalement ne contrôlent pas grand-chose. On prendra l'exemple qui est souvent utilisé d'Apple avec ses iPhones qui coûtent sinon un bras, au moins un SMIC. Un iPhone donc est pensé, conçu par des ingénieurs dans des pays riches et assemblé dans des pays plus pauvres, dans les pays pauvres, puisque cela permet d'exploiter une main-d'œuvre moins chère. Chaque étape de production est ainsi effectuée dans le pays qui offre le rendement et donc le profit le plus juteux pour les actionnaires. Cette chaîne globale de valeur implique une division du travail international accrue, mais aussi une concurrence entre pays qui est plus forte. Donc un géant comme Apple, comme Samsung ou comme d'autres n'hésitera pas à changer de pays si son voisin offre une main-d'œuvre encore plus avantageuse. C'est le cas aujourd'hui dans le textile, par exemple, où le Cambodge est délaissé au profit du Bangladesh ou du Vietnam, laissant des milliers de travailleurs à la rue. Nous partageons
Bien sûr, l'effroi qu'inspire ce système de production capitaliste qui fait passer une marchandise par la moitié de la planète avant d'arriver dans notre poche ou dans notre assiette. Cela, ça c'est sûr. Cependant, il ne faut pas se mentir, quand les entreprises relocalisent, c'est souvent parce qu'elles ont obtenu des subventions ou des avantages fiscaux. C'est le cas de Foxconn, donc une multinationale taïwanaise et un énorme sous-traitant d'Apple, qui a reçu pas moins de 516 millions de dollars pour relocaliser à Taïwan, donc son pays d'origine, mais en continuant d'investir davantage en Inde et au Vietnam. D'autre part, tout n'est pas si simple dans ce système d'interdépendance où des relocalisations intempestives mettraient en danger l'emploi de millions de travailleurs dépendant des pays les plus riches. Cela servirait surtout à diviser notre classe en privilégiant les travailleurs des pays riches, sans pour autant que l'incertitude de perdre nos emplois soit effacée. Ce nationalisme économique va souvent de pair avec le nationalisme tout court, et c'est un véritable argument politique utilisé par l'extrême droite, mais pas que, et son produisons français pour protéger les patrons français plutôt que les travailleurs. Le dernier discours de Macron, qui date maintenant de un peu plus de 2 semaines, a dû en déconcerter plus d'un, et c'est bien normal. On est passé du vocabulaire de la guerre et de ses héros à une version plus édulcorée, donc le lundi 13 avril, lorsqu'il nous a juré bien comprendre tous les mots des Français, tous nos mots. Cette utilisation du nous, revenant plusieurs fois dans son élocution, participe grandement à la volonté d'unir la nation, que tous les Français finalement ne fassent plus qu'un. Encore de belles phrases pour masquer les frontières entre les classes, entre ceux qui travaillent et ceux qui vivent du travail des autres. Le confinement a été particulièrement révélateur de qui a vraiment fait tourner l'économie. Le sacrifice de ces héros du quotidien, comme Macron l'appelle, est largement repris par les médias, n'a pourtant pas été écouté lors des dernières manifestations contre les lois de la retraite, par exemple. Les soignants, les médecins, les travailleurs de l'agroalimentaire ou les profs deviennent maintenant les héros d'une nation, alors qu'ils ne récoltaient que mépris et silence il y a encore quelques mois. Mais aucune annonce précise n'a été faite sur son plan massif pour l'hôpital. Des infirmières de la région lyonnaise mettaient encore la semaine dernière des sacs poubelles en guise de surblouse par manque de moyens. Et depuis le début de l'épidémie du Covid, c'est 8 agents de la sécurité en France qui sont décédés. C'est en effet des sacrifices pour des gens qui ne demandent qu'à travailler dignement, et ce sont toujours les mêmes qu'on sacrifie par rigueur budgétaire ou pour une course au profit toujours plus pressante. On nous parle de solidarité, mais il s'agit surtout de brouiller les pistes quand on appelle aux dons pour les hôpitaux, alors qu'on sait que les entreprises de CAC 40 engorgeaient 50 milliards d'euros de dividendes en 2019. Cet appel à la nation, Édouard Philippe hier l'a rappelé dans les questions qu'on lui posait après son intervention. Cet appel à l'unité de la nation permet donc de déresponsabiliser l'État en invoquant un effort qui doit être fait par chacun. Prendre sur soi, attendre les masques, respecter les gestes barrières, retourner au travail sans broncher. Voilà ce que la bourgeoisie et son gouvernement attendent réellement de nous. Mais en réalité, cette propagande nationaliste se renforce aujourd'hui, car ils craignent notre colère et des conflits sociaux post-confinement. Après les dernières années chargées de lutte sociale, des gilets jaunes aux manifs contre la loi travail, le gouvernement souhaite apaiser les tensions en amont. Trop de failles dans le système ont été mises à nu, les pénuries dans les hôpitaux, dans les EHPAD, le manque de réactivité, le manque de tests massifs, autant de raisons de faire grandir notre colère. Alors bien sûr, Macron a mis le masque du tribun, inquiet de la situation des banlieues, des inégalités sociales ou encore du décrochage scolaire. Mais quelles mesures concrètes propose-t-il, à part les 300 milliards d'euros sortis de son chapeau magique pour aider les entreprises? À 2 jours du déconfinement, le respect des gestes barrières paraît compliqué et le protocole reste flou pour les écoles, créant le désarroi et l'inquiétude de nombreux parents. Ce recours au sentiment national n'est pas nouveau, il gagne seulement en intensité en temps de crise. Le gouvernement nous a prévenu que le monde d'après ne sera plus le même. Sur ça, au moins, on est d'accord. Mais à nous, nous qui travaillons, nous qui produisons réellement les richesses, de s'emparer de cet après, sans tomber dans le piège de cette démocratie fabriquée de toutes pièces. Je vais laisser la parole à Celso qui va continuer. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Après cette présentation générale qui du coup aborde la question du nationalisme, en fait, on pourrait dire que nous avons face à nous l'apparition de ces fausses solidarités.
Le nationalisme, finalement, c'est lier l'intérêt des exploiteurs et des exploités dans une cause commune, le fait d'être français, par exemple, et qui auraient des intérêts singuliers, en tout cas supérieurs à leurs voisins, et surtout s'ils viennent de loin. Et ces fausses solidarités, en fait, elles ont un mécanisme qui est très puissant, mais qui est imparfait, et qui nécessite, pour qu'il soit efficace, des mesures de contrôle social, et qui peuvent prendre plusieurs formes. Et ça sera un petit peu le point de mon petit topo là qui suit donc. Du coup, en fait, cette fausse solidarité que le nationalisme, il a des limites parce que de fait, il y a une crise sociale, et cette crise sociale, dont on n'a pas pleinement conscience encore aujourd'hui, je vais vous donner juste des exemples. Un exemple, dans le Presse-Océan d'hier, il y avait un article sur les Restos du Cœur. Et en fait, au-delà des chiffres qui parfois peuvent nous étourdir sur les plus de 5000 repas distribués en une journée, donc on n'a jamais eu des chiffres aussi importants depuis 35 ans d'après des responsables des Restaurants du Cœur. C'est surtout un exemple qui est notable et qui nous rappelle les pires années des crises sociales que nous voit dans les livres d'histoire. À Nantes, samedi dernier, pour l'ouverture des Restos du Cœur à 13h30, les gens ont commencé à faire la queue à 7h30 du matin. Et il est évident qu'un fait comme celui-là crée des tensions et crée, comment dire, pour l'État, un certain nombre de problèmes. Et du coup, éteindre cette contestation sociale qui devient du coup extrêmement problématique. Donc, le vernis national n'est qu'un aspect. Et du coup, si vous vous souvenez un petit peu aussi des discours dominants que nous avions eus pour la période, comment dire, antérieure, on nous expliquait que les travailleurs n'existaient plus, que le prolétariat était quelque chose qui avait totalement disparu, et qu'en fait aujourd'hui c'était des robots, des machines, le capitalisme digital, l'économie numérique, etc. Et j'en passe. Bien évidemment, il a suffi que le virus apparaisse, qu'on bloque en fait la force de travail et les travailleurs, et l'économie mondiale ne marche plus. Donc en fait, ces travailleurs, ils existent bel et bien. Mais la technologie, en fait, elle va avoir un rôle, et on va le voir maintenant, qui n'est pas simplement, comment dire, un outil neutre, mais quelque chose d'assez performant dans les mains d'un État qui défend des intérêts particuliers. Du coup, cette idée de contrôle social, en fait, elle aborde deux aspects. Un aspect individuel et un aspect qu'on va appeler plutôt collectif. Sur l'aspect individuel, nous avons un certain nombre de mesures, les plus évidentes, vous en choquez, tout comme nous, j'imagine, et qui insidieusement, en fait, derrière un petit peu cet état d'exception particulier qui commence à apparaître, on voit un certain nombre de dispositions assez étonnantes. Au début, il était assez courant de rire ou de sourire un petit peu des drones que nous montait l'État totalitaire chinois, et de les voir voler, comment dire, près de nos plages, et y compris dans les grandes villes, ici en France, donne un sentiment un petit peu amer d'une nouvelle, comment dire, de science-fiction qui tournerait mal, et malheureusement dans laquelle nous serions. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement désagréable. Alors, le drone, sans exagérer son rôle, en fait, c'est pas simplement, comment dire, un outil de contrôle social. Il est surtout dissuasif, on l'a bien compris, mais c'est surtout quelque chose dont il faut comprendre le mécanisme, en fait, sans trop développer, mais c'est poser un œil, et y compris une parole, sur des gens dans des endroits accessibles, sans que l'État ait à, comment dire, à avoir peur d'une confrontation, c'est-à-dire d'un contact avec les populations. En fait, le drone permet comment dire, d'exercer une répression ou un contrôle social individuel via quelque chose de technologique qui élimine le conflit. Et donc, il y a un pari de la part de l'État de gérer un certain nombre de conflits comme celui-là. Donc, ça va de choses ridicules, comme la commande de plus de 400 drones pour surveiller les plages qui ne seront pas accessibles, par exemple, mais c'est de plus en plus, derrière un petit peu ces événements qu'on met un petit peu en avant, c'est la tentative aussi d'utiliser ces drones dans les quartiers populaires pour exercer là non plus un contrôle individuel, mais un contrôle collectif. On en discutera à la deuxième partie. Ce fichage, comment dire, et comment dire, ce contrôle électronique, il a aussi évidemment d'autres mesures. La plus évidente qui nous vient à l'esprit, c'est l'idée du contrôle social des données médicales. Alors ça aborde deux choses. Tout d'abord, sous couvert de tout à fait réguler et de bien contrôler la pandémie, donc ce qui rentre totalement en contradiction avec le fait d'être totalement opposé à un dépistage systématique et à prendre des mesures de précaution qui s'imposent, comme la distanciation sociale, qui est totalement en contradiction avec le fait de retourner au travail ou d'ouvrir les écoles, donc on comprenne qui pourra. Cette contradiction-là, en fait, des données médicales qui permet, par son contrôle et par son usage,
à la fois de mesurer évidemment la propagation de la maladie, mais surtout qui commence à faire un certain nombre d'empiétements sur la liberté et, comment dire, les droits individuels et même les droits privés. Donc c'est étonnant pour des marxistes d'aborder ces points-là, mais ils sont importants, c'est pour vous dire à quel point la régression sociale qui s'annonce est assez importante devant nous. Deux petits exemples. Les syndicats CGT, Force ouvrière, de la fonction publique, donc de l'assurance maladie, ont fait une déclaration se déclarant scandalisés, et on peut bien les croire, du fait que les données sociales donc de maladies qui sont censées protéger les individus vont être utilisées pour, comment dire, avec des logiciels, comment dire, qui vont être téléchargés sur vos téléphones portables, de mettre en relation des gens qui ont été contactés. Le problème, c'est que ça enfreint un certain nombre de libertés individuelles qui sont très importantes, notamment pour le salarié par rapport à son employeur. Parce que de fait, ça sera aussi des dispositions qui pourront être utilisées par l'employeur pour procéder de façon beaucoup plus rapide à des licenciements. Donc on peut imaginer, par exemple aujourd'hui, c'était là-dessus que s'insurgeaient les syndicats, que la maladie et l'état de santé d'un travailleur est une affaire privée, que bien sûr il peut faire prévaloir des droits en tant que par exemple personne handicapée ou personne à risque, ça c'est une chose, mais que l'employeur connaisse l'état de santé de ses salariés, c'est quelque chose qui est une atteinte grave selon nous, à, comment dire, pas simplement à la maîtrise de nos corps, mais à la question du fait que nous pouvons aussi nous retrouver dans une situation où il va falloir peut-être contourner les lois pour avoir un travail. Je m'explique. Quelqu'un qui peut accumuler des taux de comorbidité, comme on dit, par exemple, qui a des pathologies, des diabètes ou ce qu'on appelle le surpoids, etc., bien pour être considéré comme quelqu'un de facilement licenciable au nom de la santé publique. Bien, c'est là-dessus que s'insurgent les syndicats. Un autre point évidemment de contrôle, il ne vous a pas échappé, vous y avez pensé, vous l'avez déjà vu, c'est évidemment la vente de toutes ces données médicales pour les grands trusts américains, et notamment Microsoft, qui, bien qu'il ait juré au gouvernement français, inquiète la Commission nationale informatique et liberté, qui est pourtant pas un repère de gauchistes, sur le fait que ce contrôle par Microsoft de ces données, qui sont très mal cryptées, permettrait donc aux grands trusts pharmaceutiques et aux grands marchands de la santé au niveau international de commencer à contrôler et mieux affiner, mieux segmenter, comme disent les gens qui font du management, le marché médical français. Donc, ça peut paraître des choses un peu anodines, mais en fait, elles sont importantes. Parce que de fait, cette idée de contrôle social, donc j'ai évoqué cet exemple un peu bizarre des drones, j'évoque là maintenant ces questions de contrôle de données médicales, il en va aussi de droits individuels, en fait. Parce que, par exemple, le confinement a dissous un certain nombre de solidarités collectives. Ce n'était pas le but, évidemment, de, comment dire, du gouvernement. Mais il va essayer de profiter de cet avantage pour essayer de développer aussi un état de stress social et de développer, comment dire, le manque de solidarité collective lorsque viendra le déconfinement. Et du coup, l'idée de, comment dire, de réguler en fait le conflit social, ce n'est pas une lubie de gauchiste, hein, donc il n'y a pas de circulaire aujourd'hui sur lesquels nous soyons tombés, sinon on les aurait fait passer à la presse, notamment dans les entreprises, sur le contrôle social. Mais on va prendre juste un exemple, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale, où en fait, il y a des circulaires qui ont été faites, évidemment pour la protection sociale et la santé, mais aussi pour s'inquiéter de la radicalisation politique et surtout à ce que les enseignants et le personnel encadrant des écoles et des universités s'inquiètent et surveillent de près les contestations sociales et les pensées communautaristes, étant entendues là-dedans, religieuses, mais aussi d'extrême gauche. C'est dit à peine un mot couvert. Donc, il y a aussi une volonté de cibler l'opposition politique et qui passe par des contrôles individuels. Bien. Ces exemples-là, en fait, si je les prends, ils ne sont pas spectaculaires en soi. Mais ils ont une particularité, c'est qu'en fait, ils ont été adoptés de façon unanime par l'ensemble des États à l'échelle du monde à degrés plus ou moins différents. Mais que vous viviez dans une dictature, comme par exemple le régime très autoritaire, parce que c'est le mot pudique qu'on utilise pour parler de la Chine, ou comme une démocratie, par exemple, avec toutes les limites qu'elle peut avoir parlementaire comme la France, en fait, vous avez exactement le même type de mesures de restriction. Donc là, demain, on va avoir les chiffres qui vont être publiés plutôt ce soir du nombre de chômeurs aux États-Unis. On va toucher les 22 millions, c'est ce qui est un peu annoncé. Donc c'est un petit peu ça l'horizon politique et social qui nous attend, du chômage de masse. Mais Singapour, plus que la Chine, en fait, pourrait être la préfiguration de ce que pourrait être le contrôle social, où en fait, votre téléphone sert par des moyens de localisation
à voir si vous avez respecté la quarantaine, si vous êtes arrivé au travail à l'heure, si vous avez respecté un certain nombre de choses avec des points de bonification, etc. Vous êtes un bon citoyen. Et en fait, vous voyez un petit peu l'univers cauchemardesque qui se dessine devant nous. Et en fait, il se dessine de façon concrète. Alors, ce contrôle individuel, évidemment, n'a de sens qu'avec un contrôle collectif. Ce contrôle collectif, évidemment, c'est la remise en cause par des lois d'exception, parce qu'il faut employer le terme, qui restreignent en fait, par exemple, le code du travail. Et donc aujourd'hui, on peut licencier en 2 clics, on peut augmenter le volume horaire à la semaine de 60 heures sans aucun problème, on peut supprimer les congés payés des travailleurs, on peut bénéficier d'argent public pour sauver les entreprises, évidemment, au détriment des choix fiscaux et des choix même parlementaires. On dessaisit même le Parlement bourgeois de ses plus grandes prérogatives. Donc, nous ne sommes pas défenseurs de la démocratie d'aujourd'hui, mais néanmoins, nous ne sommes pas indifférents à la façon dont celle-ci se développe et ses contradictions, s'aiguisent. Et là, du coup, il y a quelque chose d'être un petit peu alarmant. Cette constitution qui est en train de dériver et cette remise en cause des chartes essentielles du droit du travail, ce ne sont pas des détails. Parce que de fait, dans un pays où de fait on va basculer dans le chômage de masse, un chômage très important, donc qui va sans doute doubler, donc en termes d'effectifs, y compris officiels, on va avoir des tensions sociales et du coup le contrôle collectif est évident. Du coup, pour l'instant, ça concerne le droit du travail, mais pas simplement. Ça concerne aussi le contrôle social et collectif du coup de ce qu'on appelle les zones à risque, évidemment les quartiers populaires. Pas simplement les banlieues, mais tout simplement l'endroit où vivent tous les gens qui n'ont que leur force de travail pour vivre, qui soient au chômage ou qui occupent une position dans la société subordonnée comme salariés. Eh bien, tous ces gens-là deviennent des gens qui sont dangereux et qu'il faut surveiller. Et donc, on va le voir, ce contrôle social, il implique évidemment les violences policières, qui n'ont pas attendu le coronavirus pour apparaître, mais ils ont aussi impliqué un dispositif qui est différent. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur étudie de plus en plus la possibilité d'un encadrement particulier de ces quartiers. Donc, pas simplement des bacs, pas simplement les dispositifs que nous connaissons aujourd'hui, mais il y a une discussion sur le recrutement assez massif de forces de l'ordre et donc du coup d'une politique un peu globale pour la gestion du conflit dans les quartiers populaires. Donc ça, c'est un contrôle collectif avec un certain nombre de dispositions. Certaines, nous les avons découvertes dans les manifestations de contestation des 3 dernières années, et les Gilets jaunes, évidemment, en ont souffert, ils étaient en première ligne, mais c'est un système qui va du coup être généralisé à l'ensemble des couches sociales qui peuvent contester l'ordre social d'aujourd'hui. Ce contrôle collectif, je terminerai par ce point, c'est consacrer quelque chose qui est le retour de ce qu'on appelle l'État fort. Alors pour certains, ça sera l'État-providence, et pour d'autres, c'est un État autoritaire qui va garantir la sécurité des membres qui en font partie. Et donc, on retrouve un petit peu le sujet de la première partie, de ces fausses solidarités avec le nationalisme. Et là, du coup, on a un problème. On a un problème parce que ce qu'on appelle la gauche, donc avec toutes les guillemets, etc., salue en fait le retour de l'État social, de l'État, providence. Mais en fait, ce n'est pas un État social, un État-providence, c'est juste un État fort. Et donc, en fait, le piège dans lequel aujourd'hui est en train de tomber le Parti socialiste, le Parti communiste et la France insoumise, qui d'ailleurs ont voté, et ça, il faut quand même le rappeler à tous les gens autour de nous, ces lois exceptionnelles pour financer les patrons avec de l'argent public, sans aucune garantie de maintenir l'emploi et aider les milieux populaires qui auraient bigrement besoin, et en premier lieu les hôpitaux, l'éducation, etc., eh bien, ce sont des choix politiques. Et ces choix politiques de l'État fort, ce n'est pas une administration forte parce que l'État n'est pas neutre. Et c'est la première bagarre politique que nous avons avec le réformisme en général, c'est à savoir que nous ne devons rien attendre de l'État. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des revendications qui sont générales. Mais par contre, avoir l'illusion qu'un État fort va garantir des désordres, ce n'est pas du tout le cas. Un État faible non plus d'ailleurs, en fait. L'État qui soit fort ou faible, c'est faible par rapport à quoi et fort par rapport à quoi. La fonction d'un État pour nous, militants marxistes, en fait, elle est double. Et tout d'abord, bien sûr, d'empêcher la contestation sociale, mais aussi d'empêcher une concurrence trop grande entre les gens qui dirigent aujourd'hui la société française, et donc que le duel entre différentes fractions de la bourgeoisie lui soit fatal. C'est juste ça, l'État. Et un État fort, c'est une administration forte aujourd'hui d'une économie qui va être centralisée. Et donc, tous les rêves de la gauche, du mythe de la production à tout prix, de la consommation de masse, etc.,
du fait que la France soit un pays impérialiste, eh bien, il se trouve concrétisé. En fait, on voit à nu le programme de la gauche qui consiste juste simplement à consacrer un rapport de force à condition de ramasser les miettes de la bourgeoisie. Et ça, c'est un piège qui est terrible parce qu'aujourd'hui, on parlait de fausse solidarité. L'idée de la sécurité est quelque chose qui aujourd'hui crée des liens parce que de fait, on trouve un ennemi et l'ennemi le plus proche, évidemment, ça ne va pas être le bourgeois ou le patron qui a créé la situation dans laquelle nous sommes. Je ne parle pas au niveau individuel, mais au niveau collectif. Il a créé, par contre, un ennemi qui est à côté de soi et une peur qui est permanente et ça fait partie de cette dissolution des solidarités. Maintenant, du coup, et pour terminer un petit peu ce rapide exposé qui pose beaucoup de questions et j'espère qu'il va en susciter, notamment dans le débat, en fait, il y a l'idée que nous sommes en train de passer, souvenez-vous un petit peu pour ceux qui s'intéressaient aux idées révolutionnaires, d'une situation où il fallait désobéir. En fait, en démocratie, c'était un peu choquant, quoi, parce que finalement, la démocratie, c'est sympa, on a le droit de voter si on n'est pas d'accord, du coup, pourquoi être révolutionnaire? Pourquoi désobéir, etc. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'envisager des luttes de classe, des grèves générales, des contestations politiques majeures contre un État qui devient de plus en plus fort, autoritaire et qui court-circuite les moyens qui lui sont légaux, de plus en plus acquis, comment dire, à un fonctionnement efficace pour relancer la machine économique. Ça, c'est donc des choses qui sont devant nous et qui sont des dangers qui sont extrêmement importants. La première question qu'il faudrait se poser, c'est qu'en fait, que ce soit les guerres, les génocides ou l'esclavage, ces choses-là ne viennent pas de la désobéissance. Elles viennent de l'obéissance et du fait de ne pas contester l'ordre social. Et ça devrait nous mettre la puce à l'oreille sur le fait que notre attitude face à ce qui est en train de se passer, elle doit être critique, pas stupidement critique au sens de critiquer tout systématiquement, mais ça veut dire aussi que nous devons nous mettre dans la situation, pas simplement de penser un monde plus juste, donc le monde socialiste, c'est-à-dire avec une économie sociale et des rapports économiques qui soient plus justes, mais aussi une vie différente. Vivre différemment en dehors de ces rapports d'autorité, de violence et comment dire, de contrôle de cette violence à cause de cette misère et à cause de cette pénurie. Du coup, maintenant, et je terminerai un petit peu là-dessus, euh, ces chocs sociaux devant nous, en fait, la technologie, elle pourra faire peur et elle sera en partie efficace. Mais l'arme la plus puissante aujourd'hui que possèdent les maîtres de ce pays, et pas simplement de ce pays, mais à l'échelle du monde, en fait, ça va être la peur du chômage et de la misère. Et là-dessus, en fait, leurs moyens technologiques n'y pourront rien. Ils pourront peut-être nous fliquer, ils pourront peut-être nous arrêter, ils vont nous espionner, comme peut-être la réunion d'aujourd'hui, etc. D'accord, peut-être. Il y aura de la répression et on se battra pied à pied contre cette répression. Par contre, ils ne pourront pas supprimer la solidarité spontanée qui s'est manifestée ces dernières semaines. Pas simplement le fait de manifester à la fenêtre, pas simplement le fait de trouver sympa qu'il y ait des gens qui sont en première ligne. Non, il y a des travailleurs qui ont fait grève. Pas plus loin qu'ici, par exemple, au chantier comment dire, naval, ou y compris à l'aérospatiale, pour réclamer des conditions meilleures pour le déconfinement et pour avoir de la protection. Et des centaines d'entreprises ont vu parfois des petites équipes et des gens, des hommes et des femmes très courageux, affronter leur direction pour se battre individuellement et parfois collectivement contre cet étau qui est en train de se faire devant nous. Donc du coup, si l'on veut résumer un peu ces discussions au moment de la lancer, eh bien, nous avons le nationalisme avec ses fausses solidarités et nous avons un contrôle social qui devient de plus en plus fort. Et du coup, maintenant, se pose la question du comment pouvoir nous l'affronter. Et en fait, la seule façon de l'affronter, ça ne va pas être de contrer les outils technologiques, ni de sortir de la technologie, quoique ça puisse se faire du bien, mais ça va être surtout en fait de recréer des liens sociaux collectifs de résistance. Et la résistance, ça va être d'abord la résistance à la misère sociale croissante. Ça va être d'abord de relier des équipes militantes qui aujourd'hui sont totalement éclatées, quelle que soit leur sensibilité, qu'elles soient libertaires, communistes révolutionnaires ou réformistes même radicales. Il va falloir que tous ces gens-là travaillent ensemble, y compris sans étiquette, pour défendre leurs conditions de vie. Et donc ça nécessite l'intervention consciente des militants révolutionnaires et anticapitalistes pour tracer une voie qui est celle d'un travail commun, de la résistance face à l'effondrement social. Mais en même temps que nous devons résister, nous ne pouvons pas nous en tenir à des aspects défensifs. Nous devons aussi réclamer des choses. Et réclamer des choses, ça veut dire sortir de ce logiciel d'une démocratie totalement casquée, avec tous ces logiciels, avec tout ce contrôle et tout ce flicage qui ne fait confiance à personne. Une république qui produit autant de lois et autant d'injustices doit être mise à bas. Et seule une révolution sociale peut le faire. Aujourd'hui, ça semble un rêve.
Mais souvenez-vous qu'il y a 6 mois, ça semblait totalement fou. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où cette nécessité devient presque une obligation. Comment allons-nous empêcher que des quartiers entiers sombent dans la misère? Un seul exemple. Aujourd'hui, Nantes et sa région est une région industrielle développée qui combine énormément de technologies, que ce soit sur le plan, comment dire, des technologies de pointe ou agricoles. Le chômage de masse va toucher cette région. Donc, on va passer en dessous, on était en dessous des moyennes nationales, on va passer au-dessus. Peut-être un doublement du chômage dans la région. Ça va être des dizaines de milliers de familles qui vont être touchées. Il va falloir incarner un discours politique qui ne tombe pas dans le piège du syndicalisme, à essayer de couper la poire en deux, et qui ne soit pas, comment dire, simplement dans la confrontation directe avec la police. Il va falloir construire des réseaux de solidarité et des choses qui restent comme des chantiers devant nous. Mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui, mais il faut affronter ces deux points qui sont essentiels, à la fois le nationalisme et à la fois la lutte contre le contrôle social. Je vous remercie.